coup, je vais quand même vous présenter AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés. Nous, on est une association qui est devenue publique récemment via une tribune dans le journal Libération. C'était le 21 mars à l'occasion de la journée mondiale contre le racisme. Alors pourquoi AJAR? En fait, on est un certain nombre de journalistes. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine de journalistes racisés à avoir fait le constat que nous étions d'une part très isolés. Dans nos rédactions, en général, on est un peu tout seul, en fait, où on est quelques-uns, mais on ne représente pas grand-chose à l'échelle de nos rédactions. Souvent, on est le journaliste racisé de la rédaction. Et donc, il y a un fort sentiment d'isolement aussi qu'on peut ressentir dans ce type de situation. C'est aussi une violence, en fait, quand on est journaliste, d'être le seul sur son lieu de travail, en fait, à être racisé. Ça pose un certain nombre de problèmes, notamment le fait qu'on est confronté au racisme et que souvent on n'a personne à qui en parler, puisque personne ne comprend réellement l'expérience qu'on vit et ce qu'on subit à travers le racisme. On a ce sentiment de solitude et il y a un autre constat qui est aussi que la presse aujourd'hui, elle a un traitement médiatique, on va dire globalement, qui est raciste. En fait, souvent nos confrères et nos consoeurs journalistes traitent l'information, l'actualité avec des biais qui sont les leurs, qui sont les biais racistes, qui sont aussi le reflet de la société dans laquelle on vit. Et donc AJAR, c'est aussi constitué d'une part pour organiser la solidarité, nous permettre entre nous de nous retrouver entre journalistes racisés, et d'autre part aussi d'avoir cette action à l'égard de l'ensemble de la presse pour changer en fait le traitement médiatique qui est celui qu'on a actuellement en France. Donc ça, c'est les raisons principales d'AJAR. Donc aujourd'hui, on est une association constituée, on est plus d'une centaine. Les journalistes racisés et antiracistes peuvent nous rejoindre et nous contacter sur les réseaux sociaux. Alors du coup, le SPPP nous a contactés pour faire cette table ronde. Nous, ça nous a intéressés parce que, évidemment, la question de la diversité, elle concerne pas que les médias mainstream, elle concerne tous les médias et tous les journalistes, qui soient mainstream ou qui soient pas pareils. C'est vrai qu'à cette occasion, nous, on s'est dit, quand on nous a proposé cette table ronde, que ce serait bien qu'on soit accompagné aussi de médias, de figures aussi qui représentent cette question de la diversité, notamment dans ce type de presse aussi. Donc c'est pourquoi on a proposé du coup à Sarah et à Samba de nous accompagner et d'être là, parce que justement c'est plus facile aussi ensemble d'aborder ce sujet qui est quand même un sujet hyper important, parce que il y a cette question de la diversité, elle est vraiment importante. Faut bien comprendre que quand on parle de traitement médiatique, l'une des raisons aussi du traitement médiatique qu'on a, c'est que en fait les rédactions elles sont blanches. En fait, ça explique en partie qu'on a ce traitement médiatique raciste, et nous on veut que la diversité elle soit partout, y compris dans les médias dans les médias que vous représentez. Donc nous on vient parler de la diversité dans les médias indépendants, et en fait il y a quand même un constat qu'on fait à AJAR, c'est que ce problème de la diversité, il se pose partout, y compris dans les médias indépendants, qu'ils soient petits ou plus gros. Dans toutes les rédactions, la plupart des rédactions indépendantes généralistes sont quand même confrontées à ce problème qui est que leurs rédactions sont majoritairement blanches, quoi. Sauf en fait dans quelques cas qui est souvent celui de rédactions qu'on désigne en général comme étant communautaires. En fait, c'est le cas par exemple du Bondi Blog ou d'Africulture. En fait, c'est souvent on fait ce constat que pour avoir de la diversité, on a l'impression qu'on se pose la question si on est obligé finalement un peu de passer par là, de construire finalement des médias qui sont spécialisés ou communautaires et qui apportent cette diversité. Donc du coup, je vais vous passer la parole, mais comment on peut voir les choses ensemble, puisque en fait c'est pas normal, je crois, que la diversité elle vienne uniquement via ces médias-là.
Est-ce que devrait pas y avoir de la diversité aussi dans le reste de la presse, pas pareil quoi? Ouais, après, ce qui est difficile, c'est que même le concept même de diversité, c'est que je pense que les gens, quand ils sont entre eux, ils voient pas forcément le manque de diversité. C'est-à-dire que je pense que là, entre vous, vous avez l'impression quand même d'être assez divers, de venir de régions différentes, de statuts, de milieux différents, et donc du coup d'avoir de la diversité. Et en fait, c'est quand quelqu'un vient de l'extérieur qui peut vous renvoyer finalement cette notion de diversité, qu'on puisse se rendre compte des choses. Moi, j'avais démarré dans de la presse pas pareil aussi à l'époque. Je pense que peut-être vous connaissez Zaléa TV, qui était une télévision associative qui était dans mon quartier, dans le 19e. Et la première fois où je suis arrivé, j'arrive dans une émission et ils étaient en train de tourner une émission, ils avaient inversé les choses, ils avaient pris un animateur, il avait son émission, il recevait des gens et on lui a dit un jour, en fait, toi t'es bizarre, tu reçois des gens qu'on n'aime pas trop et tout. Et en fait, ce mec-là, ça s'appelait Max Lebon, il était antillais et ils l'ont cuisiné. Donc moi, j'étais là ce jour-là, c'était la première fois et il dit oui, mais en fait, vous dites que vous êtes différent de TF1, de M6, etc. Mais je ne vois pas non plus que vous ayez une telle ouverture d'esprit dans les gens que vous invitez. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous m'avez mis un noir là ici, donc il m'avait désigné. Donc c'était marrant, mais en gros il lui avait reproché d'avoir invité Amirou Laïdi, qui était un membre de l'UMP, mais qui avait fondé le club Averroès, donc un club pour à faire avancer la diversité dans les médias. C'est aussi ce club Averroès qui est à l'origine qui a suggéré le nom d'Harry Roselmack quand il est arrivé à TF1 et tout. Mais ce qui était en fait marquant dans cette mise au banc, cette mise à l'accusation, c'était que des initiatives pour amener la diversité, il n'y en avait pas tant que ça, qu'il y en avait une. Donc du coup, lui, il a invité quelqu'un pour parler de diversité. Et en fait, on lui a reproché finalement d'avoir invité quelqu'un qui était du grand capital. Et en fait, je trouvais que c'était assez symptomatique du fait que dans pas mal de médias alternatifs, il y avait du mal à faire de la place parce que difficulté aussi à prendre en compte les réalités et les priorités des uns et des autres. On va pas refaire le débat, mais il y avait aussi ces trucs sur la distinction entre la classe, la race et le genre, et donc qu'est-ce qui est à mettre en avant, qu'est-ce qui est le plus important, etc. Et donc les questions en fait liées au racisme, elles restent quand même souvent pas bien traitées ou mises de côté. Donc ce qui pousse à l'émergence aussi de médias communautaires pour pouvoir aborder ces questions de manière sereine, de pouvoir se mettre en groupe et pouvoir avoir je commence à avoir soif mais avoir une plus grande latitude pour pouvoir traiter ces sujets-là. Et en fait moi, Africulture, en vrai, donc ça fait 5 ans que je me bats de manière bénévole pour que ce média il continue. Mais en fait, moi, j'aimerais même en fait arrêter et dire en fait, on n'y arrive pas financièrement, on galère, on laisse tomber. Mais en fait, si on fait ça, il n'y a plus d'espace pour valoriser les cultures d'Afrique. Et en fait, Africulture, c'est la mémoire des cultures d'Afrique et de ces diasporas, aussi parce que beaucoup d'auteurs, beaucoup d'œuvres ne sont pas traitées par les autres médias. Et donc vous avez plein d'auteurs dont vous allez trouver les seules références sur le site. Et donc si on disparaît, en fait, ces œuvres, ces auteurs vont numériquement en tout cas disparaître. Et on est souvent dans cette problématique-là d'être être obligé de faire le travail parce que les autres le font pas. Et le bon du blog, je pense que vous avez aussi cette problématique-là, c'est qu'il y a aussi des gens qui viennent chez vous faire des sujets
parce que ils peuvent pas les faire ailleurs, parce qu'on leur donne pas les espaces pour traiter ces sujets. Et en fait, s'ils le font pas dans un milieu finalement en plus en précaire, dans des conditions très précaires, et on disparaît, quoi. Très bonne transition. Effectivement, non mais nous au Bondi Blog, on a depuis des années, voilà, on nous dit qu'on est un média communautaire, islamo-gauchiste, enfin, on en a entendu des libertés des pas mûres, comme on dit. Mais c'est vrai qu'effectivement, en fait, il y a ce besoin de pouvoir se raconter, de pouvoir raconter tout simplement, faire son travail de journaliste et de pouvoir défendre un sujet. Ah pardon, c'est mieux. Ouais. Pouvoir raconter un sujet. Tu l'as enlevé. Colle-le au menton. En plus j'ai une voix qui ne porte pas forcément. Effectivement. Donc du coup oui, pouvoir porter un sujet, le défendre en conférence de rédaction, pouvoir l'écrire, et en fait sans jugement aussi aucun, parce que nous au Bondi Blog, en tout cas c'est ce qu'on nous dit souvent, et moi j'ai été, avant d'être directrice évidemment j'étais rédactrice, et en fait on a ce besoin aussi d'être compris finalement, et ça pour ça, il y a un vrai sujet aussi, c'est sur mais ça va au-delà, disons, de la représentativité des journalistes dans les rédactions françaises, au pluriel. Il y a aussi ce besoin d'avoir des directeurs, des rédacteurs en chef qui comprennent en fait aussi les sujets qui sont amenés, la manière dont ils sont amenés, les angles qui sont amenés. Et c'est pas toujours simple, disons. Au Bondi Blog, on se rend compte effectivement, donc je disais tout à l'heure que notre rédaction est ouverte, et chaque mardi, on a plein de gens très différents qui savent même pas en fait au départ s'ils sont vraiment intéressés par le journalisme, parce qu'on se rend compte aussi que depuis toujours, mais c'est toujours le cas, qu'il y a une certaine autocensure aussi en fait quand on est issu de la diversité racisée. Parce que on nous a pas forcément, on s'est pas forcément senti représenté dans d'autres médias, on s'est pas forcément senti à sa place quand on a parlé d'une orientation de journaliste à la conseillère d'orientation en troisième, on s'est pas forcément senti à sa place quand on a fait un stage de troisième dans un média où finalement il n'y avait pas forcément de diversité justement, et du coup au Bondi Blog effectivement on a ce truc où c'est ouvert à tous les sujets sont c'est très rare, Samba, je crois que tu es passé par Bondi Blog aussi, qu'on refuse un sujet. On le réangle souvent, mais voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est hyper important, en tout cas, d'avoir des espaces, oui, c'était ça, des espaces où on peut réellement se raconter, où on se sent représenté. Et effectivement, là où c'est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est trop peu, et on est surtout on est très content d'être, on était très content d'être là, d'exister encore après Culture, rappelle-moi, 28 ans 26 bientôt. 26 ans, le Bondi Blog 18 ans. Et voilà, mais je partage ce que disait Samba à l'instant sur le fait que d'une certaine manière, on est fatigué en fait. Tout simplement dans le sens où il y a aussi un besoin ces attaques sur le communautarisme, etc. sont fatigantes, puisqu'en réalité, il y a un vrai travail de fond qui est fait. Et par ailleurs, au Bondi Blog, nous on voit le Bondi Blog vraiment comme un tremplin, ça a toujours été amené comme ça, c'est-à-dire que le Bondi Blog est vraiment un centre de formation, comme on dit. On a une prépa, notamment avec l'ESJ Lille, axée sur l'égalité des chances. Le Bondi Blog a formé finalement pas mal de journalistes aujourd'hui qui sont dans d'autres rédacs, mais en fait c'est triste de se rendre compte aujourd'hui que malheureusement le constat est encore le même. Alors ok, on a on trouve des anciens du Bondi Blog dans d'autres rédacs et c'est très cool, mais ils sont encore trop souvent trop seuls en fait. Donc voilà, j'ai pas de chute. Ouais, mais justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui dit par exemple média pas pareil, dit aussi journaliste pas pareil, quoi. Et du coup, est-ce que on s'attend aussi à voir émerger d'autres profils, y compris des profils du coup racisés. On s'attend justement aussi à ce que ce soit des profils qui cassent l'entre-soi du milieu journalistique, parce que ça c'est quand même, nous à Ajar, c'est quand même l'une de nos principales critiques vis-à-vis de la profession, c'est l'entre-soi en fait dans la profession de journaliste et de façon générale dans le paysage médiatique français, et qui notamment via la reproduction sociale fait qu'on se retrouve avec des journalistes qui se ressemblent énormément. Mais justement, vous, par exemple le Bondi Blog et Agriculture, vous faites émerger aussi d'autres figures dans la profession
et vous faites, qui passe pas forcément, par exemple, je pense en cas du Bondy blog, qui passe pas forcément par les écoles de journalisme, qui du coup saute un peu entre guillemets toutes les barrières que la profession met en place pour nous empêcher de franchir les portes une à une et de devenir journaliste, etc. Et ça, en fait, le problème, c'est que comment ça marche, comment une fois que ces journalistes existent, ils sont au Bondy blog, ils font pour vivre ensuite derrière, au-delà du Bondy blog, au-delà d'Africulture, et exister en fait. Qui commence. Déjà, ils continuent de venir en conférence de rédaction pour beaucoup. Non, mais en fait, il y a une certaine... Il y a un vrai besoin effectivement de renouveler finalement la profession, disons, et de permettre en conférence de rédaction d'avoir des gens qui peuvent apporter des sujets différents, qui peuvent réagir quand, comme tu le disais tout à l'heure Samba avec ton exemple, qui peuvent réagir quand il y a un sujet qui est mal amené, qui est amené avec un biais raciste, qui est amené avec un biais, même sur des questions plus générales, mais en tout cas amener un autre regard, disons, dans ces rédactions-là, c'est hyper important. Et du coup, effectivement, nous, au Bondy blog, tout le monde n'a pas fait une école de journalisme. Après, typiquement, la prépa qu'on a avec l'USJ, c'est permettre aussi à des étudiants qui veulent faire une école de journalisme mais qui n'en ont pas les moyens, parce que ça demande un certain capital social, culturel et économique surtout. Et du coup, cette prépa, elle prépare au concours de journalisme et en tout cas, elle a pour objectif aujourd'hui, on a un super taux de réussite, j'avoue, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je retourne de 70% de réussite dans cette prépa-là, et qui permet aussi de former, disons, la génération qui veut passer par une école. Mais l'idée, effectivement, c'est de casser ces barrières-là et de permettre en fait à des jeunes qui se sont formés sur le terrain, parce que nous, on a cette logique en fait au Bondy blog, on part du principe qu'un bon journaliste, c'est surtout un journaliste qui fait, plus qu'un journaliste qui lit des livres. Et du coup, l'idée, c'est que ces blogueurs-là, en fait, on est très content de les voir après des années après encore au Bondy blog, etc. Mais c'est surtout de les voir dans d'autres rédactions. Alors, on est hyper fiers aujourd'hui de savoir qu'on a des centaines en fait aujourd'hui de journalistes qui sont dans des rédactions très diverses et variées, disons. Et voilà. Donc oui, c'est parfois un petit crève-cœur de se dire, parce que nous on nous dit souvent, mais vous ne voudriez pas en fait garder finalement vos journalistes, enfin les journalistes du Bondy blog, c'est dommage qu'ils partent ailleurs. Et en fait non, en réalité c'est pas dommage, moi je trouve ça bien. Maintenant c'est juste que l'étape d'après, disons, c'est que quand on est dans une rédac, du coup qui n'est pas le Bondy blog, qui n'est pas forcément qui n'est pas vu comme une safe place, disons, comme chez nous, l'idée c'est qu'ils soient aussi bien accueillis et que leurs idées soient entendues. Dans l'Africulture, on a moins ce côté centre de formation qui va injecter des journalistes dans la profession. Moi, je pense que c'est plus les idées, les sujets qui vont en fait émerger avec Africulture, c'est-à-dire que en fait, nous on a beaucoup de contributeurs. Ça, c'est vraiment notre spécialité, c'est qu'on a beaucoup de contributeurs qui sont des quatre coins du monde et qui peuvent être majoritairement des universitaires, mais donc des universitaires qui ont besoin de trouver des espaces pour faire connaître leurs sujets, donc qui vont passer par l'Africulture. Ça va être des artistes qui ont un regard sur d'autres artistes et donc qui veulent aussi faire exister leur domaine. Et comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'œuvres qui finalement ne font pas l'objet de recensions, ne font pas l'objet d'articles, sont très peu couverts. J'ai des exemples d'amis artistes qui me disent en fait voilà, j'ai fait un bouquin, j'ai fait ma pièce de théâtre, etc. Sauf que j'ai aucune presse en fait qui va lire mon bouquin, qui vient m'interviewer. Il y a personne qui vient à mon spectacle. Et je dis mais attends, t'as une attachée de presse, qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis je sais pas ce qu'elle fait. Et pourtant ça peut être une maison d'édition tout à fait correcte. Mais en fait, étant donné que ça va être sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou pour lesquels ils n'ont pas d'intérêt ou qu'ils ne connaissent pas trop, ils n'arrivent pas, entre guillemets, à les vendre. Et donc, ils n'ont pas l'espace. Et donc, du coup, Africulture y va, fait une vidéo, un article. Et finalement, c'est peut-être la seule
recension qu'il va y avoir du spectacle, et finalement, pourtant le spectacle il a une parole importante, et il va quand même pouvoir avoir une mention quelque part grâce à Africulture. Moi, les gens qui me font le plus de retours positifs sur Africulture, c'est les universitaires qui me disent j'aurais pas pu faire ma thèse, mon mémoire sans vous, parce que je m'étais intéressé à tel sujet et j'ai réussi à trouver l'obscur écrivain qui écrivait là-dessus, la pièce de théâtre qui a été faite en regardant dans vos archives. Donc on va avoir des gens qui vont, et ça va être surtout de ça, quoi, des gens qui font pas forcément d'ailleurs journalistes, qui n'ont pas d'ambition à l'être, qui demandent même pas rémunération, parce que c'est la majorité des contenus qu'on publie sont des contributions bénévoles, mais ça permet de faire exister finalement des idées, des paroles. Et du coup, t'as pas du tout l'impression de bousculer, vous n'avez pas l'impression de bousculer finalement le traitement médiatique. De ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que les sujets que tu traites restent à Africulture et vous n'arrivez pas à les infuser via votre présence, en fait, dans le reste de la profession. Alors, on va dire que c'est-à-dire que, en fait, par exemple, là, dernièrement, il y a eu le prix Goncourt Mohamed Bougarsar, donc qui a reçu son Goncourt, donc auteur sénégalais. Donc tout de suite, beaucoup de presse, tout le monde s'y intéresse, etc. Sauf qu'en fait, cet auteur-là, malgré son jeune âge, avait déjà plusieurs bouquins à son actif. Et pas forcément beaucoup de presse. Mais Africulture avait tout recensé. Il avait les articles, il a lui-même écrit dans l'Africulture, mais c'est pas pour autant qu'on était repris ou que ça avait intéressé d'autres médias à dire tiens, Africulture a fait un truc intéressant là-dessus, je vais aussi m'intéresser. On n'est pas forcément relayé, quoi. On a fait un numéro spécial qui s'appelle Décentré, déconstruire, décoloniser. Qui est un numéro qui est de référence, qui a permis de faire le point sur pas mal de concepts, que ce soit le panafricanisme, que ce soit le postcolonialisme, que ce soit il y a plein de thématiques comme ça, et donc il est très recherché, très demandé, mais on a eu peu de reprises dans d'autres médias qui en parlaient. Et même quand Africulture était en danger, finalement les seuls qui se sont intéressés, c'est 2-3 médias spécialisés à Afrique, mais difficile en fait à être intéressés, en tout cas les autres médias sur ce qu'on fait. Et au moment où des choses qu'on a fait vont intéresser, là on n'existe plus, et même on va avoir des auteurs qui ne nous regardent plus. Ils sont devenus académiciens, ils sont devenus ils ont pas mal de notoriété, mais du coup on n'existe plus. Et après c'est pas très grave, on fait pas ça pour la gloire, mais c'est dommage parce qu'on se dit on a quand même un rôle qui est important, mais on a du mal à le valoriser, à être considéré par l'écosystème médiatique, quoi. Pareil, le Bondi Blog, est-ce que par votre présence, vous avez l'impression d'avoir réussi à bousculer le traitement de l'information et le paysage médiatique, par exemple, sur le regard porté sur les quartiers populaires? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après le Bondi Blog? J'aimerais bien dire oui, mais évidemment c'est encore très compliqué dans le sens où malheureusement on le voit en fait tous aujourd'hui encore dans les médias. Il y a une représentation des quartiers populaires qui reste problématique. Il reste des programmes télé notamment qui existent où on suit la police pour lutter contre les dangers des quartiers populaires et tout. Donc je pense qu'il y a encore un imaginaire qui est très très compliqué à contrer, encore plus avec nos petits bras finalement. Mais effectivement, par contre, il y a tout de même un petit changement, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus faire comme si
les quartiers populaires n'avaient plus la parole, indirectement, et via les réseaux sociaux, et via des médias comme le Bondi Blog et d'autres, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a plein de médias aujourd'hui qui prennent la parole pour parler des quartiers populaires, qui s'organisent et qui sont super, que je vous invite à suivre. Je pense à, bon, évidemment il y a Agriculture, mais il y a aussi Get Up, une banlieue, qui font plein de choses qui sont très chouettes. Et en fait, du coup, l'après, disons, il est surtout à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui on est plus, et on est content en fait d'être beaucoup plus, que le Bondi Blog a longtemps été seul, indirectement. Voilà, mais malheureusement, non, c'est toujours pas réglé. On est toujours offusqué, on n'est jamais à l'abri de folie, disons, de clichés véhiculés sur les quartiers populaires, sur les habitants des quartiers populaires, sur... nous, on le voit par exemple, après, il y a des moments où le Bondi Blog est sollicité. Je pense par exemple, là, pendant la Coupe du Monde, plein de médias qui tout d'un coup venaient en safari à Bondy. Et qui nous demandaient voilà, comment ça se passe, la ville de Kylian Mbappé. Et en fait, il y a toujours un coup de projecteur. Donc là, on était... Enfin, c'est cool parce que ça restait positif, mais en fait, c'est dommage que là où nous, on trouve ça... Enfin, ce qu'on trouve le plus dommage, disons, c'est que ça reste ponctuel, anecdotique. C'est qu'on vient toujours dans les quartiers pour raconter... on cherche l'événement, en fait, à raconter. Donc là, c'était la Coupe du Monde, mais sinon, souvent, c'est des événements plutôt négatifs. Et en fait... L'idée, c'est que venez raconter en fait les quartiers populaires quand ça va, quand vous devez quand il y a un besoin de parler voilà de l'inflation, de la réforme des retraites. Pourquoi est-ce qu'on attend le sujet, disons, quartier populaire? En fait, c'est là où ça reste problématique. Et voilà, donc ça a un peu changé, mais c'est pas encore tout à fait réglé, quoi. Peut-être on peut aborder encore un dernier sujet avant de discuter avec tout le monde. Il y a quand même un constat qu'on fait quand on parle de diversité et aussi de la manière de raconter du point de vue des personnes racisées ou de notre point de vue quand on parle des habitants des quartiers populaires, etc. C'est que souvent, finalement, le constat qu'on fait, c'est que en fait, on se retrouve avec des journalistes qui créent, des journalistes racisés, donc qui créent leurs propres médias. Hier, par exemple, à Jard, on était à Visay Media, donc, qui est un média qui a été fondé par des journalistes, des personnes racisées, mais qui viennent justement pas de ce moule-là, passé par les écoles de journalisme, etc. Bon, il y en a plein, des exemples comme ça. Il y a Banmi aussi Média, par exemple, qui raconte aussi la société du point de vue de personnes d'origine asiatique, etc. Bon, il y a Agriculture aussi, etc. Le problème aussi, c'est qu'on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, si on veut exister, finalement, vu qu'on n'est pas invité par les autres, on doit créer notre propre média. Et ça, c'est aussi un problème, finalement, qu'on en soit arrivé qu'à ça. Du coup, Agriculture, nous là-dessus, j'essaie de rassembler mes énergies, mais avec le ramadan, c'est pas évident. J'ai un blanc. Tu peux répéter ta question? Je disais, en fait, le constat qu'on fait, c'est que pour exister, on est un peu dans une situation où on fait nous-mêmes nos propres médias. Je prenais l'exemple de Banmi Media, l'exemple de Visay Media, l'exemple d'Agriculture aussi, c'est ça, c'est que en fait, pour exister, parce qu'on ne nous donne pas le droit d'exister finalement chez les autres, on en est réduit à fonder nos propres médias. Alors, du coup, moi, j'ai pas fondé Agriculture parce que j'avais 9 ans à l'époque, et il se trouve que bon, Agriculture est un média, pour le coup, on ne pourrait pas penser que c'est un média où il n'y a que des Africains. C'est un média qui, dès le départ, il y avait autant de Français que d'étrangers. Et encore aujourd'hui, il y a une vraie diversité dans les auteurs. Maintenant, je me souviens que quand je suis arrivé à Agriculture, c'était pour le magazine qui était un dérivé de l'Agriculture qui s'appelait Afriscope. J'écrivais là-bas parce qu'en fait, souvent c'était des sujets que j'avais envie de faire, mais que je ne trouvais pas à qui les proposer. Et ce qui m'a plu quand je suis arrivé à Agriculture, dans les conférences de rédaction, c'est la sensation de pouvoir être libre, de pouvoir proposer les sujets qui me plaisent et qu'on on minore pas en fait l'intérêt de mes sujets. À cette époque, j'étais en école de journalisme et j'ai beaucoup souffert du fait de ne pas pouvoir
faire les sujets que j'avais envie de traiter. Que souvent on me disait ouais non mais t'es sûr qu'il y a ce sujet là, mais est-ce que c'est important, est-ce que c'est intéressant, voilà, en fait on mettait en cause ma capacité à déterminer qu'un sujet était intéressant, et il y avait une suspicion du fait que bon bah en fait t'es noir, donc du coup le sujet machin, évidemment toi ça t'intéresse, mais est-ce que ça intéresse les gens, voilà, mais et donc j'avais cette frustration qu'il y avait. Donc dès que j'avais des sujets que j'arrivais à faire de temps en temps, que je pouvais les rebasculer à Culture ou à Street Press à l'époque aussi, qui était une plateforme qui était assez ouverte là-dedans. J'ai des souvenirs de quand j'étais à RTL par exemple. Donc j'étais simple stagiaire, et en général on va là-bas et tu fais le truc qu'on te demande de faire. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour proposer les choses. Puis on était à l'époque où il y avait le ras-le-bol fiscal, donc c'était à l'époque de Hollande, il y avait plein et les bonnets rouges, voilà, des mobilisations, des gens qui étaient contre la trop forte fiscalisation française, etc. Donc un sujet en plus qui est, c'est-à-dire qui plaît aux médias de droite, voilà. Et je suis sur Twitter qu'à Mayotte, il y a des mobilisations, des gens opposition avec les forces de l'ordre, tout ça. Je me dis, ah ouais, c'est chaud et tout, je regarde. J'apprends que en fait, ça fait une semaine que tous les fonctionnaires de Lille font grève. Je dis, ah ouais, c'est bizarre qu'en fait on n'en parle pas alors que ça concerne du coup la France. Et en plus, le motif de la grève, c'est on veut nous enlever nos avantages fiscaux. Je me dis bon là on est dans ce que aime RTL, et donc j'en parle et je me dis ah ouais ok bon on va regarder, mais en fait donc moi à cette époque-là je me dis bon j'ai envie quand même d'avoir des sujets que j'ai fait moi-même, etc. Donc je me dis bon je vais avancer le sujet moi-même, je cherche les contacts des syndicalistes, je trouve tous les éléments, etc. J'appelle même un des syndicalistes, je fais le sujet, je fais écouter, on me dit ah non ouais franchement très bien et tout, et puis il est programmé au journal et il est trappé. Donc en fait trappé c'est quand le présentateur estime que il n'a pas le temps de passer tous les sujets, et que donc il y a un sujet qui vaut moins le coup et que peut-être il le diffusera une autre fois ou qu'il le diffusera jamais, donc il est trappé une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Et je dis mais il y a quoi? Elle me dit ouais mais tu sais Mayotte, on n'a pas trop d'auditeurs là-bas. Je dis ouais mais si vous parlez pas de Mayotte, il n'y a pas d'auditeurs à Mayotte. Ouais mais voilà, mais et elle en parle au responsable des infos, gêné et tout, qui dit oui non ouais machin, bon j'ai vu c'est intéressant, etc. mais pas de sujet. Et un jour elle me dit ouais c'est quoi en fait, si mettez des bonnets rouges, je pense que le sujet serait traité. Et elle va voir le truc, elle dit tu sais qu'à Mayotte il y a des bonnets rouges. Ah bon, il y a des bonnets rouges à Mayotte et tout. Ouais en fait il y a des trucs, ah oui, ah non mais ils ont pas les bonnets rouges, non ils ont pas les bonnets rouges. Ah bon ouais ok. Mais du coup, et bon moi c'était pas, enfin j'étais RTL, c'est pas grave, mais en fait j'étais vraiment senti que il y avait une barrière, parce que en fait ce qui se passe sur cette île, c'est des Africains, c'est pas la France, ça concerne pas Mamie du 8e arrondissement, donc en fait on va pas le traiter. Et ça c'était une violence de dire en fait j'ai compris que les médias là je pourrais pas les bouger quoi. C'est que on peut avoir plein d'idées, on peut rentrer à plusieurs dans les médias, mais tant qu'en fait on ne nous laissera pas la liberté de pouvoir faire ces sujets là, on les fera dans des médias communautaires ou communautarisés, où on estime qu'on est communautaire, mais parce qu'en fait on n'a pas d'espace ailleurs quoi. Et puis du coup aussi ce qui se passe c'est que dans leur regard, puisqu'en fait finalement ce qui se passe c'est qu'on n'a pas le même regard, c'est qu'on se retrouve classé, cantonné au rôle de journaliste de niche quoi. C'est un peu ce qui se passe malgré nous. C'est un peu ce qui se passe, et puis je pense que tu vois dans l'anecdote que tu racontes, elle en sait rien en fait, que ça va pas intéresser des auditeurs français en métropole, et que finalement enfin bref, ce qui se passe à Mayotte. Mais oui, du coup, pour répondre à ta question, Rémi, le truc c'est que y a un vrai sujet aussi au niveau de
Enfin, en gros, se retrouver seul en rédaction, c'est dur. Nous, on dit souvent voilà, que le Bon Blog, encore une fois, c'est un tremplin. Le but, c'est qu'il y ait plus de journalistes racisés qui se retrouvent dans des rédactions, etc. Mais si finalement, c'est pour ne pas voir ces sujets passer à l'antenne, ne pas voir ces sujets passer dans le journal, ne pas voir ces sujets validés, c'est problématique. Donc, en fait, il y a aussi un besoin de renouveler aussi en fait les rédactions à des postes finalement de direction, de rédaction en chef, de changer en fait aussi les gens finalement à ce niveau-là, dans le sens où effectivement on n'a pas le même regard. Parce que de fait, quand on vient d'un milieu social différent, qu'on a des origines différentes, etc., bah, on va pas avoir les mêmes idées, on va pas avoir les mêmes réflexes, et c'est tant mieux en fait, parce que du coup, on va apporter autre chose aussi aux médias. Et le but du journalisme, il faut le rappeler, c'est de raconter en fait la vraie vie. Et donc si finalement on est un peu sous cloche et qu'on n'est pas nourri finalement de toutes ces richesses, finalement j'ai l'impression de faire un grand discours politique. Mais en tout cas voilà, c'est hyper important d'avoir des gens très différents dans sa rédaction et d'entendre en fait ces voix surtout différentes. Et ça malheureusement c'est pas encore réglé. Je vais juste rajouter une précision aussi, parce que j'ai parlé de RTL Média Droite, mais moi ce qui m'avait aussi heurté, c'est qu'en fait il n'y avait aucun média qui en parlait. C'est-à-dire qu'il n'y avait que l'AFP qui avait fait des dépêches, et que même des médias on va dire, a priori pas racistes, qui font pas de distinction, ne traitaient pas ces sujets-là. Par contre là maintenant, vous allez voir pas mal de sujets sur Mayotte, mais parce qu'il y a des violences causées par les Mahorais eux-mêmes ou les Comoriens, et donc du coup là du coup ça devient un sujet, comme disait Sarah tout à l'heure, il y a la violence, bon bah là ça nous intéresse ce qui se passe là-bas. Mais du coup nous on attend aussi, et ça c'est la raison aussi de l'existence d'Ajar, que la presse indépendante, la presse associative ouvre ses portes, puisque cette presse a aussi vocation du coup à avoir un autre regard, ouvre ses portes aussi aux journalistes racisés qui peuvent apporter ce regard différent. Peut-être qu'on peut du coup, échanger avec vous si vous avez des questions. Vas-y. Merci, c'était super intéressant, et merci d'avoir du coup d'avoir réagi extrêmement vivement. J'ai envoyé un message, je crois que 15 minutes après du coup on était déjà en contact. Donc, merci pour la réactivité, pour ce débat qui était super intéressant, pour cette présentation qui était très intéressante. Et la question qui se pose, nous, dans le cas des médias indés, la sociologie que j'ai cru voir des médias indés, en termes scientifiques, on pourrait dire c'est à l'arrache, quoi, mais c'est à partir des rencontres qu'on a organisées ici et là, où il y avait quand même 20-30 médias représentés, c'est vrai qu'on a une sociologie qui est quand même beaucoup, j'ai l'impression, beaucoup en fait de trentenaires blancs urbains. C'est l'impression qu'on a quand même un profil du journaliste indépendant qui est assez spécifique, où c'est vrai qu'en termes de parité, on n'y est pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'hommes dans la rédaction. Et en termes de représentation des personnes racisées, le compte n'y est pas du tout non plus, j'ai l'impression. Et du coup, je vais vous demander, quelles seraient selon vous du coup les propositions qu'on pourrait faire, sachant qu'une problématique qui me vient en tête, c'est que pour la plupart, on est des journaux en fait bénévoles, donc en fait on ne recrute pas. On est ouvert à la contribution, donc les gens viennent, et en fait les gens viennent, du coup on peut pas faire discrimination positive entre guillemets, on peut pas appeler des gens à venir, on accueille les gens qui viennent, et du coup ils sont pas forcément racisés, ils sont pas forcément femmes, pas forcément LGBT, et qu'est-ce qu'on pourrait proposer, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme outil pour rétablir une forme de parité, de représentation à partir d'une base qui est celle du bénévolat. Parce que ce serait assez indécent de dire à une personne viens, tu es noir, viens bénévoler avec nous. C'est horrible. Donc comment on peut faire pour avoir plus de représentation à partir de journaux qui sont sur une base de bénévolat, quoi. Samba, t'es dans cette situation. Ouais. Non mais en fait moi je racontais que donc j'avais rejoint Zaléa TV, donc qui était un super média et qui permettait à vraiment beaucoup de voix s'exprimer. Mais ce que j'avais trouvé en fait le plus choquant, c'était que ce média était devant ma porte finalement depuis X années, que moi je voulais devenir journaliste et que en fait j'avais pas avant que ça existait. Et que même limite ils étaient étonnés de me voir arriver là et de dire ah tiens
il y a un autochtone qui est là, c'est cool, voilà. Mais en fait, déjà c'est pas normal que les gens qui habitent à côté savent pas que ça existe, parce que il faut s'ouvrir aussi en fait au monde et aller sur le terrain où les gens sont en fait. C'est à partir du moment où vous vous intéressez aux gens, ils s'intéressent à vous de manière réciproque. Là en fait, moi ce que j'ai constaté quand j'allais à cette chaîne de télé, c'est qu'ils étaient étonnés que je sois là, que je m'intéresse à leur cause, à leur lutte, tout ça, et du coup ils me posaient plein de questions et en fait ça vient comme ça. Donc en fait c'est aussi d'aller faire un pas de côté, de se dire tiens, nous on lutte sur telle thématique, il y a tel sujet qui nous intéresse, et au lieu d'aller sur les terrains où on va d'habitude, tiens, ici on allait voir sur cette question-là quelle est la réalité de cette question ailleurs. En tout cas, parfois pas forcément ailleurs, parfois c'est juste dans la rue d'en face où on va pas forcément, c'est se rajouter aux événements du quartier. C'est voilà, il faut une démarche d'aller vers les autres et en fait naturellement en fait c'est quoi votre c'est quoi en fait votre média, pourquoi vous venez à notre événement, en fait c'est parce qu'on fait ça, machin, si tu veux tu peux passer un jour parler, etc. Et en fait naturellement en fait les gens vont suivre. Et un truc aussi, par exemple, dans le même meuble, il y avait Radio FPP, et quelque chose qui m'avait étonné, c'était que ils refusaient d'aller sur Facebook. Donc, en disant, en gros, c'est Facebook, c'est le diable, c'est les GAFAM, tout ça. Ce que je pouvais entendre d'une certaine manière. Mais en même temps, je me disais, mais vu que nous on est sur Facebook et en fait nos trucs l'information nous vient via Facebook, à l'époque c'était le cas, en fait si vous refusez à aller sur certains terrains en vous disant en fait je veux pas me salir en allant là-bas, du coup on se croisera jamais quoi. Et du coup je pense qu'aussi il y a quelque chose dans le traitement des sujets aussi, parce que quand finalement on se sent représenté dans une ligne éditoriale, je pense qu'indirectement aussi on cherche à voir comment on peut intégrer ce média-là pour aussi raconter ces histoires-là, en se disant que en fait voilà, si je propose ce sujet-là, a priori il ne sera pas forcément refusé, etc. Donc voilà, c'était juste pour compléter, c'était déjà très très complet. Je crois qu'il y avait une question là. Quasiment vous avez répondu en fait d'avance, mais est-ce que par exemple, tu as cité Samba, une école de journalisme, vous en venez peut-être tous les deux aussi? Non, j'ai pas fait d'école. Non, d'accord. Moi non plus, moi je suis pas du tout journaliste. Et ce que je me demande, c'est, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire est-ce que nos médias, ils sont lus par les gens dans la jarre? Est-ce qu'on est considérés comme des médias? Est-ce que on a un petit lectorat quand même, il faut pas... Et donc voilà, est-ce qu'on existe comme média? Je pense que chacun se considère comme... En fait, oui, tout dépend effectivement de comment on perçoit son travail. Est-ce qu'on fait un travail médiatique? Dans ce cas-là, on a un lectorat, on est perçu comme média. Aujourd'hui, nous, on est personne pour dire qui est média ou qui n'est pas média. Est-ce que les gens qui participent au Mondi connaissent? Oui, après, bien sûr, évidemment, quand même, on se renseigne sur qui sont les autres médias indépendants, etc. Donc oui, en tout cas, je peux pas répondre au nom pour le coup de tout le Mondi Blog parce qu'on est quand même nombreux, etc. Mais oui, à titre personnel, par exemple, oui. Mais je pourrais pas répondre au nom de tous, on est quand même Après, concernant la jarre, finalement, nous, nos points en commun, c'est que on est racisé, on est journaliste. Après, il y a une variété énorme de sensibilités, d'origine sociale, etc. Donc, il peut y avoir des gens qui lisent ces médias indépendants. Moi, du coup, de par mon parcours, parce que c'est un peu là où j'ai démarré, du coup, moi, depuis cette époque-là, je reçois la newsletter d'Acrimed et je lis, etc. Donc, selon les parcours individuels des uns et des autres, il y en a, mais
ce serait difficile de dire est-ce que de manière générale les journalistes et les journalistes racisés s'intéressent à cette presse. Je pense qu'il y en a, mais comme il y en a mais on est très divers et finalement notre seul point en commun c'est le métier et la discrimination auquel qu'on peut subir, quoi. Ouais. Et on est antiraciste aussi, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes racisées dont on n'a pas forcément envie. C'est vrai. Moi, je voulais juste dire, j'ai écouté un peu toutes vos interventions en essayant de trouver justement des ponts et des connexions qu'on peut faire avec nos médias. Par exemple, moi je représente un média qui est un média rural qui est né dans l'Aveyron, donc qui maintenant est un journal régional sur l'Occitanie, mais c'est vrai que... c'est quoi le nom? C'est l'Empaillé. Et il y en a des exemplaires là-bas. Mais en tout cas, je sais que nous, comme maintenant on est un journal régional, on a des grandes agglomérations, on a Toulouse, Montpellier sur notre zone. Et c'est vrai que nous, comme on fonctionne sur le principe des contributions volontaires des personnes qui veulent écrire, on a aussi dans un premier temps des fois pas mal galéré parce qu'on voulait absolument qu'il y ait des voix des personnes, des quartiers, que les gens puissent s'exprimer. Et c'est vrai que quand tout à l'heure vous parliez que en fait il n'y avait pas d'espace pour certaines personnes, enfin en tout cas pour certains discours dans les médias, parfois à l'inverse, certains journaux pourraient galérer à trouver des relais. Et je me pose vraiment une question d'une part sur une mutualisation de certains contenus, où on pourrait imaginer faire de la place dans nos journaux à des écrits ou à des récits qui viendraient de personnes racisées, même si elles sont pas au sein de nos rédactions parce que elles y sont pas, voilà quoi, parce qu'on est dans un petit bled et que voilà, c'est naze, mais c'est comme ça quoi. Mais donc ça c'était aussi une manière de faire un pont, de trouver une manière de mutualiser du contenu peut-être, ou en tout cas de relayer des articles qui pourraient être produits dans d'autres médias, dans nos médias. Et le deuxième truc, c'était quand vous parliez des biais racistes dans l'écriture. Je pense qu'ils sont assez évidents dans la presse mainstream, mais ils sont aussi peut-être parfois encore de manière plus subtile, ou encore parfois aussi dans des médias indépendants. Et comme je pense qu'il y a eu un boulot qui est en train de se faire et qui s'est fait par rapport au féminisme, et peut-être que est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer d'élaborer ou de partager des boîtes à outils ou une charte ou quelque chose qui permet en fait d'aider tous les médias indépendants à vraiment être sûr qu'il n'y a pas, je sais pas comment dire, mais en tout cas je suis un peu paumé, mais en tout cas de créer des outils et de mutualisation de contenu et de voilà, une boîte à outils pour essayer d'éviter tous ces biais et les traquer encore peut-être même dans nos médias quoi. Je sais pas, c'était pas hyper clair, mais c'était très clair. Alors nous à JAR, l'une de nos actions consiste notamment, on est beaucoup sur la question du traitement médiatique, on est beaucoup aussi sur la question de la formation et des pratiques journalistiques. Du coup là, une de nos actions en cours, c'est la création en fait d'un kit qui sera à destination de l'ensemble des journalistes, du coup qu'ils soient indépendants, associatifs ou mainstream, donc vraiment qui aura vocation à être diffusé au maximum dans toutes les rédactions possibles, donc y compris auprès de vous. Donc c'est un kit de formation qui est en cours d'écriture, dans lequel on va on va aborder de nombreux sujets, et en fait comment aborder ces sujets-là avec des ressources, avec des personnes aussi, avec aussi l'idée d'orienter les journalistes vers les bonnes personnes qui sont aussi un peu les personnes référentes sur ces thèmes-là, avec un point de vue aussi antiraciste, comment en parler sans biais, etc. De sujets très divers, hein. Ça va de la question des violences policières à la question de l'écologie par exemple, parce que oui, on peut parler d'écologie en étant raciste et en ayant des biais
Ah non, raciste? Oui, raciste. Ok. Ouais, Et Clément. Hugo Clément, par exemple, voilà, je ne sais pas le dire, mais c'est lui que j'avais en tête, par exemple, en ayant aussi, en portant, en véhiculant en fait un discours raciste sur, par exemple, l'exemple d'Hugo Clément, c'est qu'il participe à travers sa façon de parler de l'écologie à véhiculer cette sorte de peur face aux vagues migratoires, quoi. C'est ce qu'on a entendu hier. Donc comment aborder tous ces sujets-là, de parler des populations autochtones, de parler de plein de sujets différents, des quartiers populaires, etc. En fait, sans être raciste. Voilà. Donc déjà, il y a rester connecté parce que il y aura ce kit qui va arriver bientôt. Ensuite, et ça en fait déjà c'est un constat qu'on fait, hein, c'est que ça n'existe même pas, c'est déjà une première interrogation, c'est comment ça se fait aujourd'hui en 2023 que ça n'existe même pas, quoi, qu'il n'y a personne qui se soit posé la question en fait de savoir comment on traite de ces sujets sans être raciste. Puis il y a un autre aspect aussi, et ça je pense que ça concerne beaucoup vos médias, c'est que en fait l'invisibilisation, et ça c'est pas en fait, avoir des biais racistes, etc., c'est pas forcément quelque chose de conscient. C'est-à-dire qu'on peut avoir des biais racistes en étant de très bonne foi et de bonne volonté. Et l'un des aspects par lequel ça peut aussi se faire, c'est en nous invisibilisant, quoi. C'est l'invisibilisation de toutes ces questions, de tous ces sujets, de tous ces regards, etc. Et ça, c'est un truc aussi sur lequel je vous invite à être vigilant, quoi, à faire vraiment attention. C'est aussi de bien penser dans vos lignes éditoriales, quand vous décidez de rédiger votre sommaire, quoi, de penser à avoir de la place aussi pour tous ces sujets-là, pour tous ces points de vue. Et c'est ça aussi, en fait, c'est que la question de la hiérarchie de l'information, en fait, c'est déjà la hiérarchie de l'information souvent qui est raciste, quoi. En éjectant dans la hiérarchie de l'information tout un tas de sujets et tout un tas de personnes. Et ça, c'est un aspect sur lequel déjà vous aussi vous êtes concernés et vous pouvez être vigilant aujourd'hui, parce que quand vous faites votre sommaire, quand vous listez les sujets que vous allez traiter, quand vous faites votre hiérarchie de l'information, en fait, et notamment quand vous invisibilisez un certain nombre de personnes ou de sujets, en fait, le biais raciste ou le racisme, en fait, il commence aussi par cette étape-là, quoi. Oui, c'est ça, c'est en fait aussi d'avoir avoir conscience finalement de ces manques, et on a conscience de ces manques que quand on y est confronté, c'est-à-dire, comme je disais au départ, on a l'impression d'être hyper divers avant que d'autres arrivent et qu'on dise ah ouais, en fait, du coup on n'est pas exactement, on n'a pas tout chez nous. Et ben en fait d'avoir tout le temps en conscience que sur tel et tel sujet on est en manque, on manque de vision, on a des angles morts sur certaines thématiques, et d'en avoir conscience et de à chaque fois se dire en fait comment on fait pour rééquilibrer, comment on fait pour s'ajuster et ne pas être complètement passé à l'aveugle certains sujets. Et la démarche que vous avez faite en nous invitant, ça rentre là-dedans, c'est-à-dire que vous dites tiens, il y a ce truc-là, c'est peut-être que nous on n'a pas ça chez nous, peut-être qu'ils vont nous l'apporter, et que nous aussi on va du coup prendre conscience aussi de cette réalité-là. On avait la conscience que il faut qu'on prenne en compte même les médias qui ne sont pas considérés comme des médias par entière par la presse, par la corporation. Donc on a essayé, mais on sait que on n'est pas complet. Par exemple, on sait que on n'a pas assez de personnes qui sont en dehors d'Île-de-France. On sait qu'on n'a pas assez de personnes qui sont dans les Outre-mer. On sait qu'on n'a pas assez de personnes peut-être qui ont des problèmes de handicap. Donc on va avoir ça en conscience et se dire est-ce qu'on peut pas trouver de quoi nous se réajuster en attendant que après ça se règle, mais d'avoir déjà au moins conscience de ces manques, et ça dans le milieu qu'on est, c'est-à-dire les journalistes. Donc moi c'est un truc qui m'a vraiment marqué quand j'étais en école, c'est de voir autant de gens entre guillemets être certains d'être dans le camp du bien et de savoir ce qui est bien, d'avoir
d'avoir des références culturelles, les références médiatiques, les références politiques qui sont valorisées, qui sont les bonnes, donc d'être certains qu'en fait ils peuvent pas être racistes, ou certains qui peuvent pas être misogynes, être certains que bon bah en fait vu que j'ai lu Marx et un tel, donc c'est bon, je connais la domination, je sais ce que c'est, je sais ce qui est dedans, ce qui est pas dedans, et de pas se sentir obligé de se remettre en question, de penser contre soi-même, d'inviter des gens qu'on a en vrai pas vraiment envie d'inviter, mais en fait peut-être que en les invitant on va bouger aussi sur certaines représentations, et donc voilà, en termes de ce qui peut être fait en termes d'attitude et de démarche. Est-ce qu'il y a... Parce que le micro... Ouais, je crois juste que le micro il est... Merci. Bonjour et merci beaucoup pour la richesse de cet échange. J'avais une question pour le porte-parole de l'AJA. Je voulais savoir, au vu du constat qui a été évoqué sur le fait que c'est difficile d'accéder aux écoles de journalisme quand on est racisé, et qu'en plus, dans les médias classiques, les profils universitaires ou atypiques ne sont pas valorisés. Est-ce que vous avez déjà pensé à des types d'actions que vous pourriez mettre en place pour aller discuter justement avec les services de recrutement de ces médias classiques? Parce que moi, personnellement, je suis alternante dans un grand média national, et qui, entre guillemets, me disait, moi-même, je suis super contente d'avoir quelqu'un qui... J'ai pas fait d'école de journalisme, je suis devenue professionnelle, je suis super contente que vous soyez là, parce qu'on cherchait justement à diversifier les équipes, mais qu'on ne trouvait pas dans les candidatures de personnes qui postulaient, et justement qui se cachaient derrière le fait que... se cachaient, en tout cas, il y avait une démarche bénévole, sincère, je pense, de vouloir renouveler les effectifs, mais qui disait que sur les pubs de CV, il n'arrivait que des gens qui avaient fait ou Sciences Po, qui avaient fait l'ESJ, mais qu'ils ne trouvaient pas de personnes qui postulaient. Et je leur répondais, mais moi par exemple, typiquement sur les fiches de poste, je vois tout le temps que vous mettez, on recherche des gens qui sont issus de ces écoles-là. Donc déjà, changer les fiches de poste, ça pourrait être un bon moyen d'encourager les gens qui sortent de ces profils-là de candidater. Je voulais voir avec vous si vous avez pensé à ce genre de discussion à engranger avec ces médias classiques qui peut-être essayent de renouveler, mais ils sont un peu déboussolés, on va dire. En fait, nous, le constat qu'on fait déjà sur la profession, sur l'état de la profession de journaliste aujourd'hui en France, c'est l'entre-soi. La profession, elle est totalement fermée. Il y a une reproduction sociale très forte dans ce métier-là, qui est blanche, bourgeoise, de personnes avec des profils très semblables. On a des clones dans les rédactions qui ont fait à peu près les mêmes parcours, les mêmes écoles, qui sont issus des écoles de journalisme en général. L'une des, je crois qu'il y en a 14 qui sont reconnus. Ils ont fait Sciences Po avant, etc. Et en fait, il y a tout un tas de processus qui ferment la porte aux autres et qui fait en sorte que le métier reste monochrome. En fait, on a un métier où la reproduction sociale, elle est folle, et c'est cette raison-là qui fait qu'on est face à ce ministre racisé. Je le disais tout à l'heure, en fait, nous, on est seuls dans nos rédactions. C'est un peu pourquoi on a créé Ajar, c'est que nous, on est très isolés, il y a ce sentiment de solitude qui est énorme. Et donc, on essaye de. Il y a quelques journalistes qui réussissent à franchir les barrières et à rentrer dans les écoles de journalisme et dans les rédactions, mais on est très seuls. Et puis, en fait, à chaque étape de notre parcours, c'est une succession de chocs. Le premier choc, c'est quand on essaye de passer les concours, parce qu'en fait, déjà, on se retrouve dans la salle, dans un endroit où, même là, en fait, on est déjà très peu. Et on est entouré de personnes blanches, parce que comme on se retrouve dans une situation où les journalistes qu'on lit, on voit leurs signatures, ce sont pas des signatures des personnes racisées, les personnes qu'on regarde à la télé ou qu'on écoute à la radio sont aussi des personnes blanches, etc. On se reconnaît plus difficilement en fait dans les journalistes qui nous représentent entre guillemets à l'antenne ou sur les ondes. Du coup déjà il y a une première étape qui est qu'on va s'auto-censurer, on va dire que c'est pas pour nous, on va pas y aller. Donc c'est un premier choc en fait déjà quand on tente, parce qu'on se rend compte en fait qu'on est déjà très seul. Ensuite on arrive en école de journalisme, et en école de journalisme là encore on est 1, 2, 3, 4 dans notre promo, et et du coup on est exposé aussi au racisme, on est exposé à cette ambiance
racistes, etc. Donc deuxième choc. Troisième choc, on arrive en rédaction. Là, c'est pareil. En plus, faut se dire aussi que tout le long du parcours, ça a écrémé. Hein. Même en école de journalisme, tout le monde n'arrive pas à devenir journaliste professionnel, etc. Et puis tout au long de notre carrière, ça continue. Donc en fait, on va sur choc sur choc. Sachant en plus que cette profession, selon les chiffres de la commission de la carte de presse, je veux dire, c'est pas une profession dans laquelle on fait toute notre carrière. Il y a énormément d'abandon. Du coup, ce serait intéressant de voir si, en fait, quel pourcentage représente les personnes racisées, en fait, dans ceux qui abandonnent, notamment ceux qui abandonnent les premières années à la sortie de l'école de journalisme. Donc voilà, ça c'est pour le constat, et donc voilà, pour aller dans ton sens. Du coup, comme on a fait ce constat, l'objectif d'Ajar, c'est quand même l'élimination du racisme dans les lignes éditoriales et la promotion et dans les pratiques et dans les comportements, dans les rédactions, et la promotion de la diversité dans ces mêmes rédactions. Du coup, on met en place un certain nombre d'actions. Je parlais tout à l'heure de la question de la formation. Évidemment, l'une des premières choses à faire pour nous, c'est d'aller dans les écoles de journalisme. Là, déjà, aujourd'hui, en fait, on est en train de planifier notre venue dans un certain nombre d'écoles. Certaines ont pris contact avec nous spontanément, pas toutes, mais certaines spontanément quand on est passé en public après la tribune dans Libération. D'autres, on a eu des contacts également, et on est en train de discuter pour voir si on peut venir. Parce que déjà, la première chose, ça va être bien sûr d'aller dans ces écoles, de discuter avec eux de leur programme, de voir si on peut organiser des ateliers pour justement aborder ces sujets-là. Je veux dire, un truc tout bête, c'est qu'aujourd'hui les journalistes ils sont pas du tout formés. Par exemple, regardez un débat télévisé où il y a un journaliste qui anime ce débat et qui se retrouve confronté à une personne qui tout d'un coup tient des propos racistes. La réalité, c'est que dans les écoles de journalisme aujourd'hui, on ne forme pas les journalistes à réagir, à apporter la contradiction, à recadrer la personne, et même à identifier la parole raciste et la désigner comme telle en disant non, ça c'est une parole raciste. Nous, ça c'est des choses aujourd'hui, on dit il va falloir apporter la formation dans les écoles de journalisme et changer tout un tas de choses, parce que comme c'est pas normal en fait aujourd'hui que les écoles de journalisme ne préparent pas les journalistes à réagir dans ce type de situation. Et puis même en fait ils savent même pas identifier le racisme, hein, la plupart des journalistes blancs. Et donc voilà. Ensuite, même en amont en fait de l'école de journalisme, nous on serait ravis de pouvoir aller dans les lycées, dans les quartiers populaires, etc., parler aux jeunes et leur dire justement n'ayez pas peur, allez-y dans ce métier. Enfin voilà, donner aussi envie aux jeunes qui sont potentiellement les futurs journalistes de demain de faire ce métier, et de se dire que c'est pas parce qu'ils sont racisés qu'en fait il n'est pas possible. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont très imparfaits et sur lesquels on va aussi essayer d'apporter notre critique pour les améliorer et avec qui on va travailler, mais il existe des dispositifs comme la chance, etc. Donc nous on va essayer de travailler avec les associations, on va essayer de mettre notre nez dans tous ces dispositifs pour essayer de les améliorer, mais on va aussi apporter l'information, notamment auprès des jeunes, parce qu'en fait, quand on parle de reproduction sociale, il y a une première chose, c'est que dans le mouvement ouvrier, il y a un truc, un slogan, souvent on entend le savoir est une arme. Mais en fait, c'est vrai aussi pour nous, parce qu'on se rend compte que l'information, eux, ils l'ont, nous, on ne l'a pas. Donc par exemple, tous les dispositifs d'accès à l'emploi, à l'accès à la profession de journaliste, etc., comment ça fonctionne avec les écoles, etc., eux, ils savent comment ça se passe, ils savent quel concours passer, quel parcours faire pour augmenter leurs chances de réussite au concours, etc. Tu vas dans les quartiers populaires, les jeunes racisés, en fait, souvent ils n'ont pas ce type d'information. Donc aussi apporter ce type d'information. Et puis bien sûr, nous on va aussi aller voir les RH, en fait, dans les rédactions, parce qu'il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est que on se rend compte que les offres d'emploi, par exemple, ne sont pas publiques systématiquement. Il y a un certain nombre de rédactions qui font le choix de fonctionner uniquement au réseau. Et en fait, quand on parle d'entre-soi, en fait, là, on est dans la démonstration la plus parfaite de ce que c'est aussi que ce métier qui fonctionne à la cooptation, qui fonctionne dans son recrutement uniquement par ce fonctionnement au réseau, etc., et qui du coup est hyper excluant. On est dans un métier qui n'est pas du tout inclusif, parce que justement, en fait, on ne veut recruter que des gens qui nous ressemblent, etc., et donc forcément, les personnes racisées sont les premiers à passer à la trappe. Et comme les personnes racisées sont aussi généralement les personnes qui n'ont pas les réseaux,
en fait, elles n'ont pas accès à ces offres d'emploi. Donc, en fait, même rien que ça peut paraître bête, hein, ça peut paraître évident pour nous, mais en fait, ça l'est pas pour eux. Rien que ça, en fait, c'est déjà une revendication qu'il va falloir obtenir et arracher dans un certain nombre de rédactions, qui est obtenir les offres d'emploi, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue quand on y pense. Mais en même temps, c'est la réalité de notre métier aujourd'hui, quoi. Si, mais vas-y. Ouais. J'ai trop de trucs à dire sur les offres d'emploi. Je vais juste ajouter que sur la. Ouais. D'accord. Juste sur quand on parle de ça, des recruteurs qui disent ouais, j'ai envie mais je trouve pas. En fait, j'ai envie d'enlever ma veste et de me battre. C'est un truc qui m'énerve, mais à un point, c'est vraiment ce truc-là. En fait, non, mais ils sont où? Et ça, vous l'entendez même à France Télévisions. France Télévisions, on va dire ouais, en fait, on aimerait bien mettre un peu plus de diversité dans les présentateurs, tout ça, mais on les voit pas, on sait pas. Je dis, mais vous avez regardé l'immeuble, il y a un immeuble à côté là, à Malakoff, il y a France O, il y a que des journalistes noirs. Mais comme ils considèrent que, bon, il n'y a pas que, mais il y en a beaucoup, en tout cas là-bas, comme par hasard, là-bas, ils n'ont pas de mal à en trouver. Mais en fait, comme ils considèrent que ceux-là, ils sont pas. Voilà, parce qu'en fait, il faut avoir fait M6 avant ou Canal+, qu'il faut avoir fait tel média, telle école, tel truc. Donc, s'ils n'ont pas fait le parcours type, eh ben, non, mais ceux-là, on les prend pas. Alors qu'ils sont capables de présenter un journal, vu qu'ils sont dans l'immeuble d'à côté et que c'est le boulot qu'ils font. Et j'ai souvenir, moi, une fois, d'avoir été contacté par une agence de presse qui voulait m'embaucher. Et je me suis dit, mais attends, je connais ce média. Et j'ai regardé qu'en fait, 6 mois avant, j'avais envoyé une candidature chez eux et qu'elle avait été sans réponse. Et là, en fait, il se trouve qu'ils avaient besoin de quelqu'un sur l'Afrique, etc. Et donc, ils ont demandé à un ancien journaliste à eux, tiens, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un, un journaliste qui pourrait traiter les trucs d'Afrique? Et donc, du coup, lui, j'avais postulé à son média aussi. Du coup, il a transvasé mon CV là-bas. Et donc, du coup, ils ont pu me contacter. Alors qu'en fait, quand ils ont reçu mon CV, ils ont mis de côté. Voilà. Mais ouais, juste rapidement pour rebondir à ce que tu disais, comme on disait à l'époque sur Clubhouse. En fait, le truc, c'est que ouais, la fameuse question, où sont-ils finalement? On essaye de recruter des personnes racisées, on les trouve pas. C'est quand même étrange en fait qu'au Bondi Blog par exemple, ou chez Africulture, ou dans d'autres rédactions dites communautaires, en fait on est plein de journalistes racisés au contraire à vouloir finalement raconter des histoires, etc. Donc je trouve que c'est assez hypocrite en réalité de se dire ça. Et après sur les questions des offres d'emploi qui ne sont pas diffusées, franchement à la JAR vraiment on vous aime d'amour pour lancer ce processus là, parce qu'effectivement c'est un gros problème dans notre métier. Donc voilà, mais j'arrête parce que je crois qu'on est pris par le temps, c'est ça? Ouais. On va faire une petite pause. Je vais faire une petite. Je voudrais juste dire un dernier truc. Vas-y. Avant de vous lâcher le micro, je voudrais juste vous dire, du coup, par rapport à Ajar, si vous êtes concerné par le racisme, etc., et que vous êtes journaliste, je vous invite évidemment à venir nous voir. On est sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. On est sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et surtout, c'est la chose principale que je voulais vous dire, on organise une fête le 5 mai à la Flèche d'Or. Donc on espère vous voir nombreux. Là encore, il y aura des tables rondes, on parlera du traitement médiatique raciste, en gros. Et on parlera aussi de la question du racisme, comment ça se matérialise dans les rédactions. Et puis ensuite, derrière, il y aura de la musique et on va faire la fête. Donc vraiment, venez, c'est le 5 mai, c'est à la Flèche d'Or. Merci beaucoup. Déjà, un grand merci du coup à vous trois pour cette table ronde. C'était vraiment génial, c'était super. Et malheureusement, c'est aussi des débats j'ai l'impression qu'on entend trop peu, que ce soit dans les médias indés, dans les médias dominants d'ailleurs. Donc voilà, c'est super intéressant d'avoir eu cette discussion. Donc vraiment merci à tous les trois. Merci à vous. Et du coup, ce que tu disais à la fin, ce que vous disiez tous les trois d'ailleurs, ça entraîne sur la partie suivante du coup de la phase 3 de cet après-midi, ça va être sur la partie revendicative. Donc là l'idée ça va être de voir justement, d'ailleurs si vous pouvez rester pour nous aider à lister les propositions qu'on peut avoir en tant que syndicat de la presse pareil, parce que l'idée c'est de porter aussi un ensemble de revendications qui soit le plus large possible pour imaginer ce que serait
notre presse idéale, quoi. Enfin, c'est donc avec des propositions qui pourront paraître parfois utopiques, mais on les